Salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, on revient sur la construction de la Cateratom. Alors, je vous avais parlé dernièrement de la barre stabilisatrice arrière que je n'avais pas encore réalisée. Je vous avais fait voir celle que j'ai fait à l'avant. Et puis quelque chose m'intriguait en regardant le livre de Chris Gibbs, donc dans la conception de la Seven réplique. Je me suis aperçu qu'il ne met pas de barre stabilisatrice, ni à l'avant, ni à l'arrière. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors je pense que c'est une erreur ou un oubli de sa part, parce qu'une voiture sans barre stabilisatrice, c'est pas bien terrible, et puis il faut pas rouler vite, hein. Et puis même Caterham met des barres stabilisatrices. Ceux qui connaissent les Caterham, vous êtes même aperçu que sur certaines Caterham, le montage est fait avec la barre stabilisatrice qui est prise sur le train avant et revient se fixer sur le triangle supérieur. En fait, elle fait office de triangle supérieur sur le train avant. Mais quoi qu'il en soit, il y a une barre stabilisatrice. Alors, moi je vous avais fait voir, je vais vous le remontrer, la barre stabilisatrice que j'ai fait pour le train avant. Et puis je vais vous faire voir maintenant celle que j'ai fait pour le train arrière. Allez, on y va. Alors, ici, si vous vous souvenez, donc j'avais fait la barre stabilisatrice qui se trouve ici, vous voyez. Donc, c'est un tube qui passe à l'intérieur de notre tube, qui est lui-même lié au châssis. La barre stabilisatrice est connectée au train roulant via le basculeur. Donc elle passe d'un côté, le mouvement qui est transmis de ce côté est transmis automatiquement à l'autre basculeur qui le répercute. Alors moi je suis passé par en dessous, j'aurais pu faire différemment, avoir une idée différente, finalement je l'ai fait pour l'arrière, je n'ai pas pensé à le faire pour l'avant. Alors qu'est-ce que j'ai fait sur le train arrière? Alors sur le train arrière, déjà j'ai repris mes basculeurs, parce que par rapport à la barre stable, ils n'étaient pas bien adaptés, et puis le système de basculement en soi ne me convenait pas. J'aurais pu faire mieux et je ne l'ai pas fait, et des fois on fait un petit peu à l'économie et puis c'est un tort. Il faut faire les choses comme il faut. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tout repris et j'ai inséré ici deux paliers. Ok, je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà. Donc j'ai inséré deux paliers et ici j'ai donc remodelé tout mon basculeur. Vous voyez, donc il passe par les paliers. Voilà. Ici on a donc la barre stabilisatrice. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé, plutôt que m'emmerder à faire des points de fixation qui auraient été faciles à réaliser, mais redemander beaucoup plus de travail, j'ai utilisé les spécifications du châssis. Alors sur le châssis, on a ici cette traverse, qui est ni plus ni moins que le haut du châssis, sur lequel viennent se poser les platines de fixation de l'arceau. Et c'est une traverse qui écrase, bien sûr, puisque c'est un tube de 25 par 25, et moi j'utilise du 2 mm d'épaisseur. Donc j'ai un intérieur nominal qui fait environ 20 mm. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré une barre pleine de 20 mm d'épaisseur à l'intérieur, plus les deux sorties qui sont ici. Hop, je rallume la caméra. Les deux sorties qui sont ici. Et cette barre, tout simplement, elle est à l'intérieur du tube et elle tourne à l'intérieur. Alors ici, j'ai soudé des petites pièces, je ne sais pas si on les voit bien, pour empêcher la barre de partir de droite à gauche. Et ma barre sort ici et vient se connecter via cette biellette au basculeur arrière. Alors comme je vous expliquais sur les barres stabilisatrices, à l'arrière, souvent on les déconnecte. Pourquoi? Parce que les jours où il pleut, si le train est beaucoup trop rigide, on a tendance à avoir des décrochages intempestifs, ce qu'on appelle un survirage, mais qui va devenir brutal et très très gênant pour le pilotage. Alors, ce que vous faites, la plupart des pilotes la déconnectent. Sur beaucoup de voitures, les constructeurs la montent. Je parle de voitures de compétition style sport prototype, et non pas de voitures de tous les jours. Et beaucoup la déconnectent complètement. Voilà. Alors, pour être sûr de pouvoir la déconnecter facilement, c'est très simple. Il suffit ici d'enlever ce boulon, vous voyez, d'enlever
celui-là, de retirer la birette et de déconnecter qu'un seul côté de la barre stabilisatrice. À ce moment-là, la barre sera libre de monter et descendre sur un seul train et n'influera pas sur le second train. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on lève cette barre stabilisatrice? Alors, je vais essayer de le filmer. Ce que voit la caméra. Et si elle voit, alors avec le contre-jour, ça va être un peu compliqué. Alors, je vais essayer comme ça. Là, je suis obligé de retirer l'amortisseur. Ok. Voilà. Donc, si le train remonte, il se passe ça. Vous voyez. Et regardez de la barre, donc de l'autre côté. Vous voyez le mouvement qui se transmet de l'autre côté. Vous voyez. Et ça transmet au train de l'autre côté le mouvement de ce train-là. C'est le principe de la stabilisation. Alors, pour que ma barre soit un petit peu plus souple et non pas rigide, puisque c'est quand même du 20 mm plein, ici, entre les deux bouts de la barre, on a 1,26 m. Et j'ai pas fait de trempe, donc de trempage à chaud froid sur la barre centrale. Ça fait qu'elle va garder un certain brillage, et ce qui va assouplir donc la barre. Lorsque le train va transmettre ici, on aura quand même une certaine souplesse. C'est ce qui se fait hein, sur les barres stabilisatrices. Ceux qui connaissent ça savent qu'il existe même des barres stabilisatrices qu'on appelle à couteau. Alors tout simplement, cette barre-là, ici, a une forme un petit peu différente. Ici, elle est placée sur un axe tournant. Si la barre est verticale, vous êtes très rigide. Si vous la tournez à l'horizontale, vous êtes très souple. Et si vous la tournez, mettons à 45 degrés, vous êtes entre les deux. Donc, il suffit de la tourner pour avoir une stabilisatrice plus ou moins rigide. Voilà. Bon, moi, j'ai pas fait ce type de montage parce que c'est quand même assez complexe. Ça demande des pièces usinées. Ça demande ici une pièce qui a subi une trempe avec un contrôle parce qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc, moi, je n'ai pas toutes les capacités, donc j'ai fait avec ça. Voilà. Donc, voilà pour la barre stabilisatrice. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je peux y répondre. Aucun problème. Voilà. Ensuite, donc, aujourd'hui, on va parler aussi d'une pièce maîtresse, donc qui est le pivot de roue. Alors, le pivot de roue, moi les miens, je les ai conçus en aluminium. Alors, en aluminium, pourquoi? Je ne vais pas vous donner toutes les spécificités. Pourquoi? Parce que ce sont des pièces qui sont destinées à être brevetées, hein, et qui sont vraiment spécifiques. Alors, c'est de l'alu taillé dans la masse en qualité 2027. Ces pivots permettent de faire 100% des montages existants au niveau de la triangulation. Voilà, tout a été calculé pour. Donc là, j'ai fait un montage avec un triangle inférieur pris à l'axe du pivot. Ici, à l'axe du pivot également, ce qui permet au pivot de tourner, forcément. Sinon, s'il ne tournait pas, ben, il y aurait quelques soucis. Voilà. Ça fonctionne parfaitement bien. Ça permet également de faire 100% des réglages. Alors ce pivot est conçu pour entrer dans des jantes en 13 pouces qui sont cachées. Je les ai mises quelque part mais je ne les ai pas là. Donc des jantes en 13 pouces et l'étrier de frein peut se monter en avant ou en arrière du pivot. Inversement, pardon. En arrière et en avant. Et le fin du fin, c'est que vraiment, si vous voulez un freinage ultra performant pour un prix beaucoup moins élevé que des étriers de frein en 6 ou 8 pistons, parce que ça coûte un bras les 6 ou 8 pistons, vous pouvez monter deux étriers, un là et un là, simultanément, et ça rentre dans les jantes. Donc, vous aurez des étriers 4 pistons à l'avant et 4 pistons à l'arrière, ce qui vous fait 8 pistons. Mais sur ce type de véhicule, c'est pas forcément utile. Parce que franchement, vu la légèreté, ça serait fou de monter deux étriers. Mais c'est faisable, je l'ai conçu pour. Voilà. Sur la partie arrière, là on est sur la partie avant. Sur la partie arrière, il y a des pièces annexes. Donc vous voyez qu'ici, j'ai des pièces donc, qui sont montées, vous voyez, différemment, qui doivent être soudées. Donc ça c'est sur la pièce de la partie avant, mais moi ici j'ai fait un montage, donc vous voyez, à double bras inférieur. Donc au lieu de passer à l'axe du pivot, je suis sur les côtés du pivot. Hein.
C'est pour ça que je vous disais, on peut faire 100% des montages. Maintenant, si vous voulez mettre le double bras en position supérieure, il vous suffit d'avoir ce genre de pièce qui a été conçu pour également, hein, et sur lequel vous pourrez vous repiquer, toujours cette caméra qui s'éteint, vous pourrez vous repiquer sans aucune difficulté et faire une triangulation différente. Moi, la forme de mon châssis ne me permettait pas d'avoir cette forme-là, donc j'ai opté pour cette solution-là. Alors, pourquoi? Parce que de ce côté, vous remarquerez quand même que j'ai beaucoup de place. Par contre, de l'autre côté, vous voyez, j'ai beaucoup moins de place. Alors, ça a été adapté, je l'ai adapté comme ça. Donc, c'est pour ça que ces pivots permettent de faire tous les montages qui existent. Ensuite, si vous prévoyez de un jour usiner des pivots en aluminium tels que je l'ai fait moi, aujourd'hui beaucoup utilisent les pivots constructeurs pour les adapter, faire des pièces et tout. Les pivots ils pèsent un poids pas possible. Donc si vous décidez de faire des pivots, faites très attention à un phénomène précis. Alors, moi j'utilise ce type de roulement. Une fois de plus, je ne vais pas vous donner la marque, je ne vais pas vous donner ses spécifications, parce que tout doit être protégé. Donc ces pivots existent, ce sont des roulements constructeurs, hein, avec le moyeu, le roulement, et ils viennent se fixer par l'avant sur le pivot. Je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Alors pourquoi, certains me diront, pourquoi ne pas utiliser des roulements, parce que cela coûte beaucoup plus cher quand même, pourquoi ne pas utiliser des roulements qui sont insérés à l'intérieur du pivot? Alors je vais poser la caméra. Hop. Donc pourquoi ne pas utiliser des roulements insérés à l'intérieur du pivot? Eh bien tout simplement pour les phénomènes de dilatation. Lorsque vous avez un pivot constructeur, donc qui est conçu dans un alliage qui souvent est un alliage entre l'acier et la fonte, je ne saurais pas vous donner les spécificités, mais cet alliage a un pourcentage de dilatation dû à la chaleur. Alors lorsque vous freinez, beaucoup le savent, hein, lorsque vous freinez, vous emmagasinez beaucoup de chaleur au niveau du disque. Cette chaleur se répercute sur le pivot, sur la jante, sur toutes les pièces, et il y a une élévation de température. Alors si vous insérez un roulement en acier à l'intérieur d'un pivot en alu, les phénomènes de dilatation ne sont pas les mêmes. Alors ce qui risque de se passer, c'est que si l'acier se dilatait beaucoup plus fort que l'alu, à ce moment-là, l'alu pourrait éclater et votre pivot exploserait. Si, inversement, le pivot en alu se dilate plus que l'acier, à ce moment-là, votre roulement va flotter à l'intérieur et ça va être une catastrophe. Donc, le fait de placer un roulement en façade boulonnée, qui est un montage constructeur, hein, qui se faisait à une certaine époque, hein, donc qui coûte plus cher, mais qui se faisait à une certaine époque, c'est un montage qu'on voit aujourd'hui beaucoup. Certains diront, ça se voit encore sur les pivots de 306 Maxi, hein, 306 Maxi, Xara, puisque la 306 et la Xara sont deux voitures identiques, il n'y a que la carrosserie qui change. Dessus, on monte des roulements de CX, il me semble. Et les roulements de CX aujourd'hui sont assez difficiles à trouver. Comment ça s'appelle, les moyeux de CX, si je ne dis pas de bêtises, ils sont en 5 trous. Donc il faut des jantes en 5 trous. Mais tout se fait, hein, c'est qu'une question d'argent. Donc si vous voulez, moi je suis parti sur une autre marque qui aujourd'hui est beaucoup plus facile à trouver. Donc la marque, je vais vous la dire, c'est pas un problème, c'est Renault. Voilà. Ces roulements proviennent de chez Renault. Donc je vous donnerai juste pas le modèle, mais c'est un roulement qui a été monté sur plusieurs modèles de chez Renault, donc qui aujourd'hui est encore facile à trouver chez tous les distributeurs de pièces détachées. Voilà. Donc l'avantage de ce pivot, il est là. Sa conception permet de faire tous les montages qui existent, notamment sur des sports prototypes. Ça permet également d'avoir une pièce qui est beaucoup plus légère qu'une pièce constructeur, et sur laquelle on peut adapter. Moi j'ai adapté des éléments de haute qualité, c'est-à-dire que les étriers de frein aujourd'hui proviennent du fabricant le plus réputé en étrier de frein compétition.
Voilà, je vais pas vous dire qui, parce que c'est mon opinion, c'est le plus réputé. Après, certains diront non, c'est pas vrai. Donc, je vais pas donner de nom. Voilà. Simplement, aujourd'hui, les gens qui fabriquent des étriers de frein de compétition, il n'y en a pas 50, il y en a 3 ou 4. Voilà, c'est comme ces 3. Donc l'étrier provient de chez eux, c'est-à-dire que sur le montage de mon pivot, l'étrier se monte parfaitement. Voilà, il n'y a pas de pièce adaptée. Aujourd'hui, si vous achetez un pivot de 306 maxi, le gars qui vous le vend, vous lui dites, mais quel étrier on monte dessus? Alors il va vous dire, vous montez ce que vous voulez. Montez ce que vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre la face du pivot et la face de l'étrier, il faut faire une pièce d'adaptation, sur mesure, en fonction de l'étrier que vous allez monter. Moi, ça a été prévu pour monter directement l'étrier avec les normes constructeurs. Vous achetez l'étrier, vous le vissez, terminé, c'est monté. Voilà, pas d'adaptation à faire, pas de bricolage, pas de... Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup restent sur des pivots constructeurs, parce que, et même sur des jantes en taille plus importante, parce que lorsque vous montez par exemple un pivot, pour ceux qui font les répliques de Caterham selon le livre de Chris Gibbs, bien sûr, on vous dit d'acheter une Fortira. Bien, vous achetez une Fortira, une bagnole qui a 50 ans aujourd'hui, qui ne vaut plus rien, qui ne sert plus à rien, mais bon, c'est comme ça. Vous achetez une Fortira, vous montez un pivot de Fortira, puisque la triangulation est faite sur une épure préprogrammée, c'est marqué dans le bouquin, et à ce moment-là, vous adaptez le pivot de Fortira. Le problème, c'est que vous allez monter l'étrier de frein de Fortira, et là, vous n'avez pas d'autre choix que de monter des jantes en 15 pouces. Pourquoi? Parce que l'étrier est beaucoup trop important, et à ce moment-là, vous êtes obligé de mettre du 15 pouces, le 13 pouces ne rentre pas. Moi, cette voiture, comme je l'ai dit au départ, je l'ai conçue pour faire de la course de côte et du circuit. Les normes veulent qu'on utilise des jantes en 13 pouces la plupart du temps. Hein. Ça a changé aujourd'hui, mais bon, je ne vais pas m'adapter à toutes les normes. Hein. Les normes qui existaient à l'époque existent toujours aujourd'hui, donc je reste dans la simplicité. Des jantes en 13 pouces, j'en ai de chez Medine, donc je ne vais pas aller acheter des jantes en 15. Voilà, donc je reste sur du 13 pouces. En plus de ça, je trouve ça beaucoup plus esthétique, et ça permet d'avoir une hauteur de caisse beaucoup plus facile à gérer. Donc cet étrier, voilà, a été prévu pour des jantes en 13 pouces. Hein. Après, quand on peut mettre du 13 pouces, on peut mettre du 14, on peut mettre du 15, on peut mettre du 16, on peut mettre du 17. C'est pas un problème. Voilà. Et je reste quand même sur un freinage classique, puisque les disques que j'utilise sur ces pivots sont des disques en fait de Clio RS. Alors si certains me disent, mais quand on fait des jantes en 13 pouces, les disques sont plus petits, ben c'est pas vrai, parce que les disques qui se montent sur ces pivots, ce sont ceux-là, donc ce sont des disques de Clio RS. Voilà. Donc Clio RS 172, donc je ne les ai pas mesurés, je crois qu'ils font 220 ou 230, je sais plus, quelque chose comme ça. Voilà. Donc le freinage n'est pas réduit du tout, c'est pour ça que je vous disais au départ, si vraiment vous vouliez mettre 2 étriers sur le train pour avoir un freinage de fou, c'est possible, ça a été conçu pour, mais avec des disques de cette taille, c'est pas la peine. Sur beaucoup de sports proto, afin de rentrer dans des jantes en 13 pouces, souvent les disques étaient réduits, donc c'était des disques en 190, hein, sur les anciens montages. Aujourd'hui, les étriers de frein étant devenus performants, on peut mettre des disques beaucoup plus gros. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai adapté. Voilà. Et pour terminer, ce que j'ai oublié de vous faire voir, donc dans l'évolution, la construction, c'est que j'ai également mis en place la colonne de direction. Hein, j'avais mis la crémaillère et la colonne de direction. Voilà. Donc il me reste à trouver un petit volant pour pouvoir mettre l'embout qui va bien. Voilà. Donc vous voyez, la colonne se monte parfaitement par de là et elle arrive jusqu'à la crémaillère. Il n'y a pas de jeu. Ah, je vous garantis que j'y force là. Et ben ça bouge pas les gars. C'est du costaud. Et voilà pour son fonctionnement. Alors la seule chose qu'il faudra que je fasse, c'est à ce niveau-là de la crémaillère, c'est placer une bague pour empêcher la crémaillère d'aller plus loin. Alors pour quelle raison? Parce que à la base c'est une crémaillère de Twingo,
non assistée, mais bon, c'est la colonne qui est assistée, pas la crémaillère. Donc c'est une crémaillère de Twingo, et les Twingo sont des voitures de ville, donc elles ont un rayon de braquage qui est très très important, ou très très faible plutôt. Et le phénomène qui se passe, vous voyez, lorsque je braque à fond, vous voyez là, le pivot touche le triangle, je ne sais pas si on le voit, et au moment de repartir, hop, il a du mal à se mettre. Donc il ne faut pas que j'aille plus loin que ça, au niveau du... Je vais vous le faire voir de ce côté. Vous voyez, là il touche, donc c'est normal. Et vous voyez, pourtant la crémaillère n'est pas à fond. Et au moment de repartir, ça force légèrement, vous voyez. Bon là, c'est pas serré les trains roulants, donc il y a du jeu. Et vous voyez, donc il faut, en fait, il faut pas que j'aille plus loin que ça. Mais imaginez, donc je vais vous faire voir vu de dessus. Est-ce que vous voyez quand même l'inclinaison de la roue? C'est-à-dire que là, carrément, vous tournez sur place, quoi. Donc ça sert à rien de braquer autant, à part pour les manœuvres. Voilà. Donc voilà les amis, voilà où en est la Cateratom. Hein, je l'ai descendu de son établi, je l'ai posé sur chandelle. J'ai reçu, il me manquait des roulements, donc je les ai reçus. Il me reste à les monter, donc il faut qu'un collègue me les monte à sa presse parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir poser la voiture sur ses roues. Encore qu'il me reste des pièces à souder, je suis pas sûr de pouvoir la poser sur ses roues de suite, j'ai peur que ça casse parce que c'est juste pointé. Donc comme il me reste des pièces à souder, il faut que je démonte tout, le moteur y compris, que je tourne le châssis, que je soude ce qui me reste à souder qui se fait par en dessous, et puis à ce moment-là je pourrai. Voilà. Après il me restera le pédalier à mettre en place, donc pour ça, ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà les amis, à la prochaine, et si vous avez des questions, ben j'y répondrai sans souci. Merci.